escalade dans les prisons françaises. Nouvelle mutinerie ce soir à Douai. Réaction de Pierre Arpaillange, ministre de la Justice. Mission accomplie pour la navette spatiale américaine Discovery, de retour sans problème sur Terre. Des dizaines de milliers de personnes manifestent en Roumanie et conspuent le numéro 1 Ion Iliescu. Théâtre, la cérémonie des Molières en direct sur la 3. Pierre Dux sera notre invité en direct du Châtelet. Bonsoir. L'explosion de colère dans les prisons du nord de la France. Après Los-les-Lilles où 75 détenus ont passé la nuit dernière sur le toit de la prison, une nouvelle mutinerie vient d'éclater ce soir à la maison d'arrêt de Douai. Sur place, Michel Lelon, toujours 50 détenus sur les toits. Michel Lelon en direct. Nous n'avons pas la liaison avec Douai, visiblement. Est-ce que nous avons la liaison au téléphone au moins avec Michel Lelon? Alors, cette mutinerie, en tout cas à Douai, je l'espère, nous aurons bientôt la liaison avec Michel Lelon, vous l'avez compris, qui est arrivé il y a 1 heure à peu près sur place. Il a déjà pu nous téléphoner à 19 h. Nous essayons de monter un direct à Douai et c'est difficile. Des mutins, en tout cas, sachez-le, sont sur le toit de la prison et il semble qu'un premier incendie se soit déclaré déjà à l'intérieur de la maison d'arrêt. Cette mutinerie fait suite en tout cas à celle de Los-les-Lilles qui s'est achevée, je vous le disais, ce matin à 9 h 30, les détenus se rendant aux autorités après avoir obtenu l'assurance qu'ils ne subiraient pas de représailles. Ce mouvement, probablement lié à la surpopulation pénitentiaire, 1 millier de détenus à Los-les-Lilles dans une prison faite pour en contenir 500. Vous voyez les détenus ce matin à Los-les-Lilles lorsqu'ils se sont rendus aux autorités. La surpopulation dans les prisons françaises, c'est en tout cas un phénomène qui prend tout son relief dans la répétition de quelques gestes au quotidien. Anne Rongère. La surpopulation dans les prisons, c'est une infinité de failles dans la vie quotidienne qui provoquent régulièrement l'explosion. Exemple, cette cellule de 9 mètres carrés prévue pour une personne où s'entassent 5 détenus. Il n'y a la place que pour 4 couchettes. Le 5e prisonnier doit attendre le soir, assis par terre, pour pouvoir dérouler son matelas. Une cellule où les détenus restent souvent enfermés 22 heures sur 24. Trop de prisonniers, pas assez de gardiens, les déplacements sont limités, au minimum. 1 ou 2 douches par semaine, 2 heures de promenade par jour. À l'intérieur des prisons, on a souvent l'impression d'une vie au ralenti. Seule bouffée d'oxygène, les visites des familles, elles aussi au compte-gouttes, pas assez de parloirs, pas assez de gardiens pour en assurer la sécurité. Gardiens et détenus, des frères ennemis, malgré tout d'accord pour dénoncer ensemble les effets pervers de la surpopulation. Dans cet univers clos, le seul regard vers l'extérieur, c'est la télé. L'étrange lucarne qui meuble les jours et les nuits des prisonniers. Avec parfois un effet boomerang, les funambules de Lille et ceux de Douai sont montés sur les toits quelques jours seulement après ceux de Grande-Bretagne. Sans doute un effet de mimétisme. Nouvelle tentative de liaison avec la maison d'arrêt de Douai. Michel Lelon, je vous aperçois. Alors racontez-nous maintenant, 50 mutins à peu près à la prison de Douai. Eh bien pour le moment, ils sont encore peut-être pas 50, une trentaine effectivement sur les murs. Ce que l'on peut dire, c'est que l'incendie qui s'était déclaré vers 17 h est maintenant terminé. Par contre, le préfet de région est arrivé il y a une demi-heure à peine. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est qu'on a vu passer 2 ambulances des SAMU de Lille. Bon, ce qui veut dire qu'il y aurait donc eu déjà des affrontements et des blessés. Michel Lelon? Oui, pour le moment, on n'a aucune information là-dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pratiquement le même scénario que ce qui s'est passé hier à Los. Alors écoutez, Michel Lelon, vous restez bien sûr en liaison. Nous allons refaire un point à la fin de cette édition lorsque le son sera mieux stabilisé. Beaucoup de forces de l'ordre, pour l'instant, pas d'ordre en ce qui les concerne, elles ne vont pas charger. Pas du tout. Ce que l'on sait, c'est que les CRS sont par contre à l'intérieur de la prison, oui. Merci Michel Lelon pour ce témoignage en direct dans des conditions difficiles à Douai. En tout cas, avec le dossier prison, Pierre Arpaillange, le ministre de la Justice, revient sous les feux de l'actualité. Des mesures ont été prises, de nouvelles prisons vont être construites, mais elles ne sont encore, ces mesures, insuffisantes. Le garde des Sceaux ne l'a pas caché en répondant cet après-midi aux questions d'Anne Rongère. Vous savez, quand on visite des prisons, surtout des prisons qui datent du siècle dernier, et quelquefois plus loin encore, eh bien, on a quelquefois un serrement de cœur, c'est certain. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut désengorger les prisons actuellement, et d'autre part, prendre des mesures pour que leur détention soit améliorée.
Humainement, est-ce qu'on peut comprendre les raisons au niveau du surpeuplement de ces révoltes? Oui, il est évident qu'il y a beaucoup trop actuellement de détenus dans les prisons françaises. Vous savez qu'à ce sujet, notamment de détenus qui sont à titre provisoire. Et je ne dis pas au mépris, mais un peu quand même à l'encontre de la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental du droit français. Certains membres de la classe politique en ce moment vous critiquent après la loi d'amnistie. Maintenant, les prisons, est-ce que ça n'est pas beaucoup pour un seul ministre? Mais écoutez, je veux bien recevoir les critiques que je mérite, mais les établissements pénitentiaires, ce n'est pas en 2 ans que je pouvais rénover davantage que ce qui a été fait et transformer précisément le climat intérieur. Quant à ce que vous dites que je suis critiqué pour la loi d'amnistie, écoutez, je voudrais que vous recherchiez un peu. À l'Assemblée récemment, par Mais exemple. à l'Assemblée récemment, il faudrait peut-être que le Parlement soit conscient des responsabilités de chacun. Ce n'est pas moi qui les ai contraints à voter une loi d'amnistie. Et concernant directement les prisons, vous l'avez entendu, et en clair, Pierre Arpaillange va annoncer des mesures pour diminuer le nombre de prisonniers en détention provisoire qui engorgent les prisons. Voilà pour les prisons. L'espace maintenant. Mission accomplie pour la navette spatiale américaine Discovery. Elle s'est posée sans encombre cet après-midi sur la base aérienne d'Edwards en Californie. Après 5 jours de mission à la vitesse de 28 000 km/h et à 611 km d'altitude, la plus haute altitude jamais atteinte par une navette. Discovery a placé sur orbite le télescope spatial Hubble et réussi la mission la plus audacieuse depuis que l'homme a marché sur la Lune. Un exploit spatial expliqué tout de suite par Daniel Durandet. Après 5 ans de retard dû à la mise au point du Space Telescope, mais surtout à l'accident de Challenger, c'était mardi dernier le décollage de Discovery du Patir 39A de Cap Canaveral. Un lancement prévu 15 jours plus tôt, mais arrêté quelques minutes seulement avant l'heure du tir en raison de problèmes techniques. Un vol à 611 km d'altitude qui pour la première fois nous permettait, s'il en était encore besoin, de nous prouver que la Terre est vraiment bien ronde. Mais ce qu'on retiendra de ce 35e vol d'une navette américaine, c'est la mise sur orbite du Space Telescope. Un monstre de 11 tonnes, de la taille d'un autobus, qu'il faut extraire avec une extrême précaution de la soute de la navette, car en cas de choc, cela veut dire un retour impossible sur Terre pour l'équipage de Discovery. Problème d'antenne, puis de déploiement des panneaux solaires, et après avoir orbité pendant 2 jours, à 80 km l'un de l'autre, tout rentre dans l'ordre, et Discovery abandonne le précieux colis pour sa mission qui devrait durer de 15 à 20 ans. Autre moisson, ces fabuleuses images de la Terre, filmées en cinéma panoramique, qui devraient permettre de faire le constat écologique de l'évolution de la pollution sur la planète bleue. Enfin, tout à l'heure, au petit jour californien, le retour sur Terre de Discovery, qui, sur la piste embêtante de la base d'Edwards, a pu tester ses nouveaux freins en carbone. En cas d'essai concluant, cela veut dire, dans un proche avenir, le retour des navettes directement à Cap Canaveral. Reste maintenant à attendre, peut-être dès la semaine prochaine, les premières photos venues du fond de l'univers. En France, la journée nationale du souvenir de la déportation, comme chaque année depuis 1945, cérémonie aujourd'hui dans les chefs-lieux de tous les départements français. À Paris, le secrétaire d'État aux anciens combattants, André Méric, a participé à une marche silencieuse jusqu'au mémorial des martyrs de la déportation et à une cérémonie ce matin également au mémorial du martyr juif inconnu. Et puis à Isieux, vous le voyez sur ces images dans l'Ain, 1 millier de personnes ont participé à une cérémonie très émouvante dans la cour de la maison où furent enlevés il y a 46 ans 43 enfants juifs et leurs 6 moniteurs. Serge Klarsfeld, son épouse Beate, participaient à cette cérémonie au cours de laquelle des enfants portaient des pancartes sur lesquelles était écrit le nom des 43 enfants martyrs. Politique, réaction de Georges Marchais aux propos acérés tenus par Michel Rocard hier à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre avait qualifié hier matin de combat stérile et d'arrière-garde l'attitude du Parti communiste concernant le statut de Renault. Écoutez la réponse de Georges Marchais cet après-midi à Reims. Il a tenu à l'égard du Parti communiste des propos insolents. Parlant de l'archaïsme du Parti communiste français qui est aux côtés des travailleurs de chez Renault. Eh bien, l'archaïsme, il est du côté de Michel Rocard, puisqu'en définitive, il nous faut aujourd'hui constater la chose suivante, c'est qu'il se retrouve avec les forces de droite au gouvernement pour faire voter une loi
que le Parti socialiste avait combattu avec nous il y a quelques années. Oui, si nous en avions la possibilité, nous aurions censuré Michel Rocard. À l'étranger, l'annonce de la libération sous 48 heures de l'otage américain Frank Reed, âgé de 57 ans, détenu au Liban depuis septembre 1986. C'est une organisation qui le détient donc en otage qui a annoncé cette libération prochaine. En Roumanie, la fronde populaire anti-Iliescu, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Bucarest et à Timișoara en scandant des slogans hostiles au communisme et au numéro 1 roumain comparé, je cite, à un deuxième Ceausescu. Francine Raymond. 25 000 Roumains dans les rues de Timișoara au cri de « Abat le communisme, abat Iliescu ». Ils n'ont jamais été aussi nombreux à réclamer ainsi la fin du gouvernement provisoire. Ici, en décembre dernier, ont éclaté les premières manifestations qui devaient déclencher la chute de Ceausescu. À la tribune, la dissidente Doina Cornea appelle à continuer la lutte contre le communisme. Depuis hier, elle est membre de l'Alliance nationale pour la déclaration de Timișoara. Une seule revendication, que tous les responsables du Parti communiste se retirent de la vie politique roumaine. Une alliance à laquelle ont adhéré les trois principaux partis de l'opposition. La solution, c'est une seconde révolution, scande la foule. Des manifestations semblables ont eu lieu dans d'autres villes du pays. À 20 jours des élections, le gouvernement provisoire roumain se heurte à un mouvement d'opposition sans précédent. Le Front de Salut National qualifie ce soir de mouvement stratégique de déstabilisation cette déclaration de Timișoara. Les bouleversements politiques, sociaux, économiques et politiques ont modifié les habitudes et les comportements dans les pays de l'Est et notamment en Union soviétique. Que font par exemple les moscovites le dimanche? Ils se rassemblent, sachez-le, dans un parc au nord de la ville, une sorte de place du Tertre où l'on peut sentir l'évolution de la société. Reportage de notre envoyé spécial Gilles Dujonchet. Je voudrais dire que, oui, d'après ce que vous savez, on nous dit toujours de façon têtue que nous montons et montons et montons en nous. En vérité, nous ne suivons qu'un rond tout à fait fermé, tout à fait clos. En deux mots, c'est la réalité de notre socialisme développé. L'humour ne perd jamais ses droits au parc Ismaïlouvo. C'est le lieu favori d'exposition des artistes peintres moscovites où se rend désormais une foule de plus en plus nombreuse le dimanche matin. Combien? 400 roubles. 400 roubles, c'est ça. Nous apprécions très cher nos gouverneurs. Nos dirigeants. Nos dirigeants, c'est ça. Эта картина представляет собой контраст между советской и американской жизнью. C'est le contraste entre la vie soviétique et américaine. C'est pour la Lituanie? Oui. S'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. Ça veut dire que c'est le premier acte du président Gorbatchev. La dérision est le meilleur des refuges, c'est bien connu. L'an dernier, c'était plutôt les nus, taurides, qui étaient en valeur. Comme si les artistes peintres moscovites, en pleine perestroïka triomphante, avaient la gueule de bois. Mais cette année, les nus ne sont plus tellement en vogue. Valeur montante, la dynastie des anciens tsars. Ou bien, ces croûtes nettement plus guerrières et viriles, les héros païens du vieux patrimoine russe. Et pourquoi il peint ça, lui? C'est le droit de la nation pour l'héritage génétique. Le salut génétique de la nation, on a déjà entendu ce refrain quelque part. Et elle se vend de ces croûtes. Ça, ce n'est plus comique du tout. Notre invitée ce soir, Francine Duplessis-Gray, qui publie aux presses de la Renaissance Les oubliés de la perestroïka. Vous parlez des femmes et dont vous brossez un tableau d'une noirceur absolue. Ces femmes seraient finalement les grandes victimes de la perestroïka parce que si la situation des hommes évolue un petit peu, celle des épouses reste pour l'instant très archaïque. À vous, Liliane. Oui, je dirais que plutôt que les hommes et les femmes sont les oubliés de la perestroïka, dans le sens que la restructuration économique qui a été promise par Gorbatchev n'a même pas commencé à se voir. Et donc c'est les femmes qui en souffrent plus, parce que c'est les femmes qui sont quand même, étant à presque 80% d'elles, 95% sont à plein emploi, travaillent à plein emploi, et constituent 3/4 des médecins, plus de la moitié des ingénieurs et des
avocats, ce sont des femmes qui doivent quand même passer 40 heures comme moyenne de travail domestique par semaine, en plus de leur carrière. Alors, vous êtes américaine, d'origine soviétique, votre grand-mère était russe, blanche, émigrée, donc je le présume, en 1917. Ces femmes russes, aujourd'hui, elles ont envie de prendre leur destin en main, de faire bouger les choses, de faire bouger aussi la société, de revendiquer ce que les femmes européennes ou américaines ont revendiqué il y a une vingtaine d'années? C'est extrêmement difficile pour elles parce que elles n'ont eu jamais le droit, depuis l'État bolchevique, de se constituer en mouvement, disons, de femmes en dehors du parti. Alors, elles ont quand même la mémoire intense de l'esclavage au parti et la mémoire de la punition qui leur arrive si elles font quelque chose en dehors du parti. Et je crois que c'est une société de femmes qui, espérons-le, que s'il y a une vraie restructuration du système et qu'elles vont passer aux soviets élus, il en a fallu 500 au moins pour faire un lobby quelconque pour pouvoir constituer, disons, un état sain de vie pour les femmes. D'un système de crèche normal, un système de santé publique convenable, tout ça, ça manque terriblement et c'est elles qui en souffrent. Merci Francine Duplessis-Grain, merci de vous être exprimée en français, ce n'est pas votre langue maternelle. Je rappelle le titre de votre livre, Femmes soviétiques, les oubliés de la perestroïka. Les sports maintenant, en commençant par le tennis, la victoire du soviétique Chesnokov en finale du tournoi de Monte-Carlo. Chesnokov et Muster, deux joueurs dont on reparlera à Roland-Garros. Dominique Champeau. Andrei Chesnokov, une placidité un peu morne parfois pour un tennis sans grande fioriture, dans lequel Thomas Muster pensait se frayer un chemin à grands coups de raquette. Mais à ce jeu, tout de puissance et d'intimidation, l'Autrichien n'avait pas affaire à un ingrat. Chesnokov, solide sur ses jambes, rendait coup pour coup et se laissait même aller à quelques fantaisies. Et c'est vrai que ce mime de l'équilibriste illustrait bien son combat, tout d'abnégation et d'obstination. Les deux hommes se tenaient de si près que la partie menaçait de basculer sur un rien. Question de motivation peut-être. En fait, personne ne voulait lâcher un pouce de terrain, comme si la perte du premier set devait conditionner la partie tout entière. Chaque balle pesait son poids de détermination et c'est Thomas Muster le premier qui allait mettre le genou à terre. Vainqueur du premier set 7-5, Chesnokov avait sans doute fait le plus pénible. C'est au filet qu'il imposait désormais le combat. Victorieux dans la deuxième manche 6-3, le match avait pris l'allure d'une formalité. Résigné, abattu, Muster en subissait les derniers assauts. Il avait, c'est vrai, depuis longtemps baissé les bras quand après 2h30 de jeu, Chesnokov entreprit de lever les siens. Rugby, une seule surprise en huitième de finale du championnat cet après-midi, la qualification de Montferrand à Bègles dans un match enfin resté correct. Les essais du jour avec le commentaire d'Alain Dorgance. En ce jour de printemps ensoleillé où tous les arbres sont en fleurs, il fleure rebond le rugby de clocher avec son lot de surprises, ces derbys qui cultivent la différence d'identité. C'est en deuxième mi-temps que les Grenoblois en rouge et bleu prennent à revers la défense briviste à l'image de Mazier qui inscrit son deuxième essai. Deux autres sont inscrits, dont celui de Gérassi, battu par 7 points d'écart à l'aller. Grenoble, vainqueur de Brive, 28-0, a fait bonne mesure. Toulon, qui avait concédé une défaite à Colomiers, a eu la main lourde au Stade Mayol face au Cendrillon de la phase finale. Bianchi efface plusieurs adversaires et marque. Le main Bianchi va récidiver, cette fois au prix d'un magnifique crochet intérieur. 5 essais au total, pour des Toulonnais très conquérants dès que les beaux jours furent venus. Charvet, très affûté, et voilà les Toulousains qui entreprennent leur marche triomphale vers le titre. Le 3/4 centre international, au terme d'une de ces chevauchées dont il a le secret, marquera 2 des 5 essais de son équipe contre Nîmes. Son second n'est pas mal non plus. Bègle, au rugby musclé, après avoir ouvert la boîte à marron au match aller, a fait patte de velours au match retour. Cet essai de jeunesse ne sera pas suffisant et ne renversera pas la tendance. Montferrand se qualifiera pour le prochain tour. Dax, en blanc, est venu à bout de Biarritz, 29-12, un des 2 essais landais, signé Lupuyot. En quart de finale face à Narbonne, Toulouse, le champion de France en titre, sera favori. Le Racing flamboyant fera donner sa cavalerie contre Grenoble. Le match au sommet Agen-Toulon, l'affrontement le plus indécis, Dax-Montferrand.
Avant d'ouvrir la page culturelle, nous allons faire un nouveau point en direct à Douai, dans le nord de la France, où une trentaine, une cinquantaine de détenus ont refusé ce soir de regagner leur cellule. Oui, Michel Lelon, vous êtes en direct dans la prison de Douai. Par rapport à la première intervention de tout à l'heure, Eric, ce que l'on peut dire, c'est que des négociations sont en cours, mais on ne connaît pas la nature des revendications. Et d'autre part, dans cette maison d'arrêt de Douai, ici, il y a eu déjà des précédents, puisqu'en 85 et en avril 87, il y avait eu déjà des contestations. Michel, une dernière précision, plus de fumée au-dessus de la prison de Douai? Tout ça est terminé. Et pas de tuiles qui volent, pas de blessés? Non. Pas comme à l'os, non. Merci Michel Lelon. Nouveau point bien sûr et nouveau développement dans Soir 3 à 23h15 ce soir. L'hommage à Madeleine maintenant. Pas celle de Proust mais celle de Brel. C'était en 1962, il y a bientôt 30 ans. Une chanson créée par Jacques Brel pour une femme, une amie que Clément Veil-Rénal a retrouvée chez elle à Bruxelles. Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime dans ça, elle est tellement jolie. Les années 50 à Bruxelles, les virées à Knokke-le-Zout, les débuts de Brel à la Rose Noire pour 100 francs belges par jour et 3 whisky, ce sont les souvenirs et la vie de Harry et Madeleine. À l'époque, Jacques, Madeleine et Harry sont inséparables et c'est par amitié pour la femme de son ami et impresario Harry que Jacques Brel écrit cette chanson. Un jour, il m'a dit, tiens, je vais écrire une chanson pour ta femme. Et vous savez, il s'emballait très vite, Jacques. Il a peut-être eu un petit béguin pour Madeleine, j'en sais rien. Une amitié amoureuse, peut-être. Madeleine, c'est trop tard pour 33, trop tard pour les frites de gêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi. Harry et Madeleine, qui depuis longtemps ont lâché le showbiz, ont comparu la semaine dernière devant le tribunal pour falsification d'ordonnance. 30 années d'amphétamine et de morphine ont fait de Harry et Madeleine le plus vieux couple toxicomane de Bruxelles. Le temps a passé, vous savez. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis Madeleine. Et je ne suis plus du tout la Madeleine de cette époque-là. Elle était comment la Madeleine de cette époque-là? Elle était blonde, elle était douce. Je vois que ça n'est plus du tout pareil. Demain, j'attendrai Madeleine. Harry et Madeleine ont encore des projets. Harry veut écrire un roman et voyager, peut-être, si l'argent revient. En attendant, Madeleine se soigne et s'occupe de ses 15 chats. Disons, cousin Joël, demain, j'attendrai Madeleine. Ouais, on ira au cinéma. FR3, chaîne du théâtre, ce soir à 20h30, la cérémonie des Molières retransmise en direct sur notre antenne. Une soirée superbe qui s'annonce. Michel Vial, vous êtes en direct au Théâtre du Châtelet. Les plus grands noms du théâtre sont déjà là. J'aperçois Pierre Dux à vos côtés. Oui, alors ici, vous le savez, Eric, c'est un petit peu comme avant chaque distribution de prix. Il y a un petit peu de fièvre qui règne, mais c'est une atmosphère de fête, au fond. Et je sens parmi les gens de théâtre, Pierre Duc, vous n'allez pas me démentir, quelque chose de solidarité. Il y a beaucoup de solidarité. C'est une grande famille, le théâtre, en fait. Assurément, et c'est très agréable de constater que cette tradition des Molières, qui vient de se créer récemment, a pris corps, elle s'est ancrée dans la profession. Et que quand on se retrouve une fois par an au Châtelet, c'est un grand plaisir pour nous tous. Au fond, pourquoi il y a une plus grande solidarité chez les comédiens de théâtre? Oh bien, parce qu'ils ont l'habitude de rester souvent ensemble dans le travail. Enfin, à condition d'avoir du succès, ils peuvent rester plusieurs semaines, plusieurs mois ensemble et se connaître bien. Un film, ça dure ce que ça dure, pour certains 2 semaines, pour d'autres 4 ou 5 ou 6 semaines, et puis après on peut se perdre de vue pendant des années. Alors, ça n'entraîne pas le même esprit de famille. Alors, quand on regarde tous les noms qui sont nommés, bon, Dupéret, vous, Hirsch, etc., est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne cuvée, les Molières 90? Écoutez, si je fais partie de la cuvée, je ne peux pas dire que je la trouve mauvaise, bien entendu. Il me semble qu'autour de moi, les noms qui sont cités sont ceux de très très bons comédiens et de très bonnes comédiennes. Oui, c'est tout à fait beau cette année. Pierre Dux, au fond, on ne compte pas les nombres de fois où vous êtes monté sur scène, vous avez reçu énormément de récompenses. Non, pas tellement. Non. Ah, quand même, j'en ai relevé quand même quelques-unes. Et tout à l'heure, si vous êtes nommé, et si vous avez le Molière du meilleur acteur, est-ce que vous aurez plus de trac que d'habitude? Peut-être, je vous dirai ça après. Merci messieurs. Merci messieurs. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente soirée théâtre sur FR3 à 20h30, la cérémonie des Molières en direct donc. Je vous retrouverai à 23h15 pour Soir 3. Tout de suite la météo de Michel Touré, bonsoir.